faire l'ouverture. J'ai un petit talk d'une demi-heure à faire qui s'intitule « Le test d'intrusion Red Team est-il le digne successeur de l'audit de sécurité ?» Sujet fortement intéressant, qui va vous intéresser, je l'espère. Alors moi, qui je suis pour ma part? Je m'appelle Clément Michel, Clément étant le prénom et Michel étant le nom, je le rappelle à chacun. J'ai 25 ans, je suis passionné d'informatique depuis très longtemps, je suis consultant en sécurité informatique, j'ai monté ma boîte qui s'appelle SINAC, on est sponsor de l'événement. Et puis comme vous l'avez déjà sûrement vu tout à l'heure, c'est moi qui ai cofondé avec Simon cette association qui organise du coup l'événement d'aujourd'hui. Voilà, très rapidement pour ma bio, très rapidement pour ma structure. Qu'est-ce qu'on fait chez SINAC? SINAC, c'est un cabinet de conseil en sécurité informatique. On ne vend pas d'antivirus, on ne vend pas de pare-feu. Nous, c'est de l'audit de sécurité, des vitesses d'intrusion, des formations professionnelles, de l'accompagnement, du conseil, de la prestation sur mesure. Et on ne fait que de la sécurité informatique. Si vous avez un site internet à développer, ne venez pas me voir. Voilà. Cas typique, hein, les gens qui nous ont appelés pour ça. Voilà, notre petite façon de penser, c'est qui mieux que des hackers pour assurer votre protection. Voilà. Pour l'instant, si vous avez des questions sur SINAC, je pense qu'on sera à même d'y répondre. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Pour bien présenter tout ça, je pense qu'il était important, c'était bien de faire un point sur c'est quoi un audit, c'est quoi un test d'intrusion, parce que c'est bien deux choses différentes. Du coup, après, on va parler du test d'intrusion, c'est quoi les caractéristiques et quelles sont les limites. Et le test d'intrusion Red Team, qu'est-ce qu'il apporte en plus de ces tests d'intrusion que j'appelle classiques du coup sur cette conférence, bien qu'il en existe de plusieurs sortes. Voilà. Après, je vais rentrer un peu dans le détail du Red Team. Alors, audit vs test d'intrusion. Pour bien commencer, il faut différencier les deux. Un audit, c'est quoi? Un audit de sécurité, ça va être une vision à un certain instant, on va appeler ça instant T, pour comparer en fait l'état du système d'information d'une entreprise à un référentiel. Alors les référentiels, il peut y en avoir plusieurs. On peut avoir ce qu'on appelle la PSSI, c'est la politique de sécurité de l'entreprise. Ça, c'est un document qui est rédigé souvent en interne. Alors dedans, il y a de tout, hein. Il y a un peu de juridique, beaucoup de stratégie. La PSSI n'a pas vocation à être extrêmement technique, hein, en soi, c'est pas ce type de document-là. Mais voilà, ça c'est un premier référentiel interne qui existe. Ensuite, toute la base de documentaire du SI. Donc là, c'est le travail que les sysadmins sont censés faire pour dire notre infrastructure réseau, elle ressemble à ça, les flux ils passent par là de telle façon. C'est aussi des choses qui sont basées pour faire un référentiel. La réglementation propre à l'entreprise. Alors pourquoi je parle réglementation? Parce que vous pouvez appliquer vos propres réglementations en interne, mais après, selon votre secteur d'activité, vous pouvez aussi avoir des réglementations particulières. Hein, si vous êt sur un site Céveso, on sait que niveau réglementation, c'est pas la même chose qu'un site qui est pas du tout Céveso, par exemple. Je sors un petit peu du contexte de la sécurité, je sais. Ensuite, les textes de loi. Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, la sécurité informatique, il y a cette notion juridique qui rentre en jeu. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je ne suis pas spécialiste. Il y a Axel qui viendra cet après-midi beaucoup mieux en parler que moi. Et puis ensuite, c'est les documents de référence dans le domaine de la sécurité informatique, c'est toutes les bonnes pratiques, toutes les normes ISO qui existent, tous ces documents-là sont une base référentielle. Et un audit de sécurité, ça consiste à prendre un ou plusieurs de ces éléments-là et d'aller vérifier sur le terrain si c'est bien appliqué comme ça devrait être appliqué. Ça, c'est un audit de sécurité. La différence avec un test d'intrusion, qu'on appelle plus souvent pen test dans le jargon du métier, hein, ça vient du terme anglais, c'est une méthode qui permet d'évaluer la sécurité du système d'information. Mais on ne l'évalue pas du tout de la même façon. On ne va pas se baser sur un référentiel, on va cibler un périmètre, donc on va dire on va vérifier ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut auditer aujourd'hui? Bon, moi j'ai envie de dire on peut auditer un peu tout et n'importe quoi, hein. À partir du moment que ça cause numérique, c'est auditable, mais on peut même auditer l'humain. C'est ce qu'on appelle notamment le social engineering. Donc, on cible quelque chose, et on va tenter de s'introduire dans les systèmes qui composent le périmètre. Cet audit est beaucoup plus, les pentests, les tests d'intrusion, c'est beaucoup plus réaliste qu'un audit classique, parce que les consultants, quand ils font leur audit, leur test d'intrusion, ils se mettent dans la peau de vrais pirates informatiques. C'est pas juste je prends un document de référence, alors il faut que l'antivirus il soit à jour de moins de tant de jours. C'est bon, c'est fait, etc., etc. Là, on est vraiment sur, il faut router cette machine, il faut pénétrer dans le système d'information via le réseau, via le site pour faire un rebond dessus. Enfin, on va vraiment rentrer dans cette logique-là.
Et c'est déjà une meilleure approche terrain. Alors justement, quelles sont les caractéristiques d'un test d'intrusion classique? Cette phase pour tout retourner de 3 manières différentes. Alors, comment fait le consultant quand il fait son test d'intrusion? Il y a différentes phases successives en fait qui permettent de réaliser le test d'intrusion. La première chose que va faire le consultant, on va prendre de l'information de façon passive. Aujourd'hui, par exemple, moi je dois faire un audit sur une société, je vais tout de suite aller sur société.com, verif.com. J'ai déjà les données de base de l'entreprise, son siège social, le nombre approximatif de salariés, les autres établissements de l'entreprise, tout ça c'est de la donnée publique. Et je vais pouvoir aller chercher plein d'autres informations via plein de méthodes différentes. Et le but, en fait, c'est de prendre de l'information sans que la cible ne soit au courant. Vous ne pouvez pas savoir que je suis en train de regarder votre page entreprise sur société.com, sauf si vous êtes administrateur du site à la limite. Donc ça, c'est la première étape, on prend de l'information sur l'entreprise. Ensuite, on rentre dans la phase active. Cette fois, on va commencer à aller chatouiller les serveurs. On va lister un petit peu ce qui est visible depuis Internet. On va regarder, alors d'accord, ils ont tel site, tel nom de domaine, il y a tel IP, ça c'est un serveur. On va commencer à scanner, on va regarder, apparemment ce serait un Linux, il y a tel port qui est ouvert. On commence à prendre de l'information, on n'est pas encore passé à l'attaque à ce moment-là, on ne fait que se créer une base de connaissances pour mieux attaquer derrière. Puis une fois qu'on a fait ce travail-là, on rentre dans la phase 3, obtenir un accès. C'est là qu'on tape sur les vulnérabilités, c'est là qu'on hack, c'est là qu'on route. On n'utilise pas de technique destructrice, encore une fois, bien entendu. Alors, le but, c'est pas non plus de casser la production ou autre, le but, c'est de prouver à un moment donné qu'on a réussi à rentrer et montrer ce qu'on est capable de faire, en fait, une fois qu'on a réussi à rentrer. Donc, voilà. On obtient un accès, on cherche à le maintenir, tout ça pour bien montrer, en fait, que le système de défense est faillible, de telle façon, ce qui va mieux nous permettre de le corriger derrière. Une fois qu'on a réussi à maintenir notre accès, on regarde la partie exfiltration de données. Bon, j'ai routé un serveur, super. Si je devais gagner un euro chaque fois qu'on a routé un serveur, je serais riche. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Une fois qu'on a le pied sur le serveur, est-ce qu'il y a de la donnée confidentielle? Est-ce qu'on peut aller attaquer d'autres éléments? Etc. etc. Et donc c'est là qu'on commence à regarder un peu ce qu'il y a sur le serveur et ce qu'on peut faire avec. Puis ensuite, on va vérifier les rebonds possibles. Donc j'ai piraté une machine. Qu'est-ce que cette machine m'apporte de plus par rapport à avant? Et quels sont les éléments sur lesquels maintenant je peux avoir un impact alors qu'avant ça n'était pas possible? Souvent, ça c'est des éléments qui sont des serveurs internes, par exemple, qui ne sont pas accessibles depuis Internet. Mais en ayant routé le premier serveur, je peux peut-être maintenant m'occuper du deuxième. Voilà. Troisième, effacement des traces. On n'efface pas nos traces pendant un audit pour que l'équipe du client puisse vérifier ce qui a été fait, mais on regarde si, encore une fois, on a la possibilité d'effacer les traces. Parce que si on efface les traces, on est invisible. Donc ça, c'était les 7 phases. On peut faire un test d'intrusion de 3 façons. Black, Grey ou White Box. Ça, c'est le niveau d'info qu'on a au démarrage de l'audit. Black Box, on n'a aucune info. On a peut-être une IP qui traîne, un nom de domaine qui traîne par-ci par-là, et ça s'arrête là. Ça simule quelqu'un qui vous attaque depuis l'extérieur, qui ne vous connaît pas. La personne n'est même pas en France, elle vous attaque depuis l'étranger, elle ne vous attaque pas parce que vous êtes cette entreprise-là, elle vous attaque au pif. Voilà. Et donc elle n'a quasiment aucune info. Greybox, on a une partie des informations. On a un peu plus d'infos sur les adresses IP, sur les machines qu'il y a derrière, l'architecture, on a un peu d'infos. Ça simule deux choses. Un ancien employé qui est parti mécontent, arrivé, ou par exemple, il y a déjà eu une fuite d'informations au niveau de l'entreprise. Et puis Whitebox, là, on connaît tout. Et puis surtout, si on a un problème, on appelle l'équipe, tiens, on n'a pas accès à ça, il faut que tu testes, etc. Là, ça permet de simuler deux choses. Un employé en interne, qui est déjà en train de réaliser des attaques sur sa propre société, ça c'est déjà vu, soit un pirate qui est déjà dans le réseau. Il a réussi à compromettre un ordinateur de la société, il a déjà un pied un peu, on va dire, dans la maison. Voilà, ça c'est les 3 façons de réaliser ce test d'intrusion. On est très loin du référentiel documentaire PSSI qu'on contrôle avec des checkbox sur les audits un peu plus classiques. Alors, j'ai parlé de test d'intrusion, je n'ai pas encore parlé du red team, parce que le test d'intrusion, aujourd'hui, il y a quand même malheureusement quelques limites. Moi, j'en vois 3 principales. La première, c'est la contrainte de temps. Un test d'intrusion, c'est un sprint. En moyenne, les tests d'intrusion, on va souvent faire 2 jours sur un test assez court et 5 jours sur un test un peu plus long. Alors effectivement, il y aura toujours des gens qui vont nous faire un test d'intrusion de 3 semaines au total, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes, mais en moyenne, on est sur des durées qui sont quand même relativement courtes. C'est du coup un sprint pour arriver à faire la mission. Pourquoi? Parce qu'en très peu de temps, il faut qu'on trouve beaucoup d'informations.
Parce que le client, il paye pour qu'on contrôle sa sécurité, pour qu'on lui dise ce qui ne va pas aujourd'hui dans son entreprise et ce qu'il faut changer pour que ça change. Et donc, ça crée un peu un stress sur l'équipe, parce qu'on est vraiment à la recherche, vraiment de trouver la vulnérabilité, trouver un maximum d'informations, et parfois, en fait, on est obligé tout simplement d'élaguer certaines choses, parce qu'on n'a pas le temps pendant l'audit. Et ça, c'est vrai. Je prends un exemple, on pirate un serveur, on récupère une liste de login et de mots de passe, les mots de passe sont chiffrés. On regarde, on se dit, les mots de passe, ils n'ont pas l'air d'être extrêmement, enfin, chiffrés avec une clé qui est extrêmement forte. On peut peut-être la casser. Le problème, c'est que ça prend du temps. Si mon audit il dure 2 jours, je ne vais pas avoir le temps de le casser. Ou alors, il faut que j'ai vraiment un cluster de PC hors norme pour pouvoir faire beaucoup de calculs, mais ça reste compliqué. Et ça, c'est des choses qui parfois, voilà, nous, ce qu'on dit aux clients après, c'est on a récupéré vos logins, vos mots de passe, ils sont chiffrés. Pour nous, le chiffrement n'est pas assez fort, mais on n'a pas pu le casser, on n'a pas eu le temps. Donc, première limite de temps. Ensuite, c'est le périmètre. L'inconvénient d'un test d'intrusion, c'est que le périmètre est très ciblé. Demain, j'audite la partie site internet de l'un d'entre vous, donc j'audite la partie web, le serveur qui héberge le site internet, la base de données et éventuellement les sauvegardes. L'audit se passe plutôt bien pour vous, il y a peu de vulnérabilité. Ça ne veut pas dire que votre entreprise est saine à côté. Votre site est peut-être plutôt bien protégé, mais ça ne veut pas dire qu'à côté, il n'y a pas un autre élément où ça craint et qu'en 2 minutes, un pirate peut casser le système et rentrer, encore une fois, en interne. Donc, deuxième limite, c'est le périmètre. Troisième limite, c'est le personnel du client. Ah, ça, on en a eu dans l'audit. Les meilleurs trucs qu'on a eu, c'est on fait un audit, l'informaticien, la veille, il met à jour l'ensemble de ses serveurs. Donc nous, on arrive le lendemain, on fait un audit, tous les serveurs sont à jour, donc on a quand même trouvé des trucs, mais on en trouve beaucoup moins. C'est quoi le problème? C'est que ça ne reflète pas de la réelle vision de l'entreprise. L'informaticien en interne, il s'est dit, oulala, il y a un audit de sécurité demain, je vais me faire taper dessus s'il y a des bêtises, je mets à jour tout, alors ça se trouve, il ne fait jamais ses mises à jour. Du coup, ça ne reflète pas de la vraie image de ce qui se passe dans l'entreprise, et ça peut avoir une image biaisée. Puis ensuite, on a tout simplement parfois des autres qui vont carrément couper leur port. Ça, on l'a déjà eu aussi. Il y a des mecs, on commence à faire des scans réseau en interne, on remonte un peu d'infos, et en gros, les gars, ils ont coupé tous leurs ports. C'est-à-dire que plus personne ne pouvait rien faire, on pouvait nous plus rien faire sur la machine, on n'y avait plus du tout accès. Encore une fois, ils l'ont fait parce qu'on était en audit de sécurité, et ça n'a pas reflété de la réalité de l'entreprise. Ça veut dire que dès qu'on est parti de l'audit, les mecs, ils réouvrent tout, et ça se trouve, il y a plein de failles qui nous permettraient de compromettre la boîte. Donc ça, c'est aussi le problème, c'est que du coup, ce n'est pas une réelle vision. Donc voilà rapidement pour les limites. Alors justement, ce fameux test d'intrusion, d'où vient-il? Quelles sont les différences et quelles sont les ressemblances par rapport à un test d'intrusion? Les ressemblances. Qu'est-ce qu'on garde par rapport à un test d'intrusion classique? Les phases d'attaque, ça ne change pas. On attaque toujours dans une logique, on est des pirates informatiques. Donc ça ne change pas. Le concept aussi de connaissance initiale, black box, grey box, white box, on le garde aussi. Ça ne change pas. Par contre, ce qui change, le périmètre est beaucoup plus large. L'objectif, c'est d'englober l'entreprise. Ce n'est pas de cibler juste le site internet ou l'accès VPN ou l'accès Wi-Fi du hall d'accueil. On cible l'entreprise. On peut même cibler ses partenaires clés, par exemple. C'est quelque chose qui est possible. Le périmètre est énorme. Ensuite, on peut faire du social engineering et de l'intrusion physique pendant l'audit. En fait, nous, notre objectif, ça ne va pas être de dire « Oh, on vous a routé un serveur parce qu'on a trouvé une zero day ». Zero day, c'est une vulnérabilité qui n'est pas connue. Donc, du coup, quand on tombe dessus, on est souvent content. Nous, consultants en sécurité informatique, c'est le petit côté de challenge. Mais voilà, on ne vous a pas hacké avec des techniques énormes. On a envoyé un mail à votre secrétaire avec un mail de phishing, avec un virus en pièce jointe, elle l'a ouvert, on avait accès à sa machine. Voilà, fin de l'histoire. Est-ce que c'est aussi réel? C'est aussi une faille. Donc voilà, la durée elle est beaucoup plus longue aussi. Nous, par exemple, chez SINAC, un Red Team, c'est 6 mois minimum. Alors, c'est pas 6 mois de travail effectif, hein, à faire 6 mois de travail plein là-dessus, mais ça permet, on reprend la problématique des mots de passe tout à l'heure qu'il fallait casser. On récupère un dump, login mot de passe, les mots de passe sont chiffrés. Ça va prendre 4 à 5 jours pour les casser, lance-le, tu fais autre chose à côté. Pas besoin de continuer de travailler sur cet audit-là Red Team. Pour pouvoir avancer à la prochaine étape, il faut que les mots de passe soient cassés. Eh bien, parfait. Tu laisses tourner, tu vas vérifier de temps en temps si voilà, ça se passe bien, etc. Et puis le moment où le sésame s'ouvre, bah, voilà, tu récupères les logins et mots de passe et à toi de voir ce que tu peux faire après. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre en test d'intrusion classique, parce qu'on a encore ce sprint à gérer. Voilà. Et dernier truc qui est super là-dessus, c'est qu'il y a très peu de personnes qui sont au courant.
C'est aussi l'objectif, c'est l'entreprise n'est pas au courant qu'elle est en train de se faire auditer. Donc souvent, il y a 2-3 personnes maximum qui sont au courant. Donc souvent, c'est la direction générale. Parfois, le DSI n'est même pas au courant qu'il y a un audit. Pourquoi? Parce que ça permet aussi de tester l'équipe. Alors, pas pour le but de dire oh, vos gars sont nuls, ils n'ont rien vu. C'est aussi pour dire, à un moment donné, on a exfiltré 3 gigas de données brutes le midi, c'est passé. Il n'y a aucun système chez vous qui a émis une alerte, on vous a dérobé 3 gigas de données, il ne s'est rien passé de votre côté, personne n'a rien vu. Ça fait 4 mois qu'on est dans votre réseau interne, on ne s'est toujours pas fait avoir. Ça permet justement de remonter des informations beaucoup plus pertinentes. Quels sont nos objectifs? J'en ai un petit peu parlé. On ne veut pas lister un grand nombre de vulnérabilités, mais exploiter complètement plusieurs vulnérabilités critiques. Ensuite, l'objectif, ce n'est pas de valider le respect d'une politique de sécurité, mais on veut prouver l'intrusion malgré les systèmes de défense qui sont déjà en place. Et ensuite, on veut démontrer qu'un attaquant peut mettre en danger les activités de l'entreprise et pas simplement trouver des vulnérabilités. Quand on fait un test d'intrusion classique, on trouve des vulnes, on vous dit est-ce qu'elle est critique, en fonction de la facilité d'exploitation, en fonction de son impact, ça vous donne un niveau de risque. On dit attention, ça c'est critique. Si le pirate faisait ça, ça pourrait pas être cool. Là, pendant le red team, on le fait. Alors encore une fois, l'objectif c'est pas d'arrêter la prod, hein, on garde toujours cet aspect-là. Mais on va vraiment plus loin, plus sur un objectif stratégique de dire oui, aujourd'hui, clairement, votre entreprise est menacée parce que quelqu'un qui a réussi à faire ça, il peut arrêter vos machines de production, si vous avez des automates par exemple, il peut exfiltrer l'intégralité de votre ERP, dossier client, dossier partenaire, les feuilles de paye internes, etc., des brevets industriels par exemple, c'est quelque chose qui est largement possible aujourd'hui. Donc voilà. Comment ça se passe? On a eu beaucoup de mal au début, hein, quand on a commencé à proposer ça à nos clients, parce que les gens nous disaient bon, on vous aime bien, on sait que vous n'êtes pas trop mauvais, mais faire un audit de 6 mois, ça se passe comment? On signe à T0 et on se revoit à T+6, et si jamais entre deux il y a des problèmes, etc., comment on est tenu au courant, comment ça se passe? Alors comment se passe l'audit? On fait déjà des réunions de suivi. On fait des réunions mensuelles qui doivent rester confidentielles. Elles ne se font pas chez le client. Si je viens tous les mois chez le client et je fais une réunion avec la DG, à un moment donné, les gens vont se dire c'est qui ce gars? Et malheureusement, moi, comme j'ai une société, il faut que je sois un peu visible sur Internet, quoi. Donc on va vite me trouver, société de sécurité, etc. Donc le but, c'est que ça reste très confidentiel, en petit comité. Ce qu'on fait, nous, on présente l'avancée des travaux sans rentrer dans le détail qui pourrait justement nuire au déroulé de la mission. En fait, on fait des indicateurs. Voilà, là on est à peu près à telle phase d'exploitation, tout est au vert. Là, très clairement, on a récupéré tel type d'infos, tout se passe bien, ou alors, c'est aussi le moment où on peut dire, là on a des points bloquants. On a des points bloquants parce qu'on se casse les dents sur votre défense vis-à-vis d'Internet. On n'arrive pas à rentrer dans le réseau de votre entreprise. Donc on va encore continuer pendant un mois, et le mois prochain on fait le point. Si on n'a toujours pas avancé, ouvrez-nous des accès. Parce que le but c'est qu'on continue l'audit. Mais dans le rapport, ça sera marqué. L'équipe de sécurité n'a pas réussi à s'introduire dans le réseau interne depuis Internet. On a donc ouvert tel type d'accès pour que l'équipe technique puisse continuer l'audit et faire comme si elle avait réussi. Mais c'est quand même pris en compte dans le rapport. On n'entend pas le bâton pour se faire battre, c'est pas le but. Donc voilà. Et puis globalement, on tient informé et on mesure les écarts s'il y en a. Comme ça permet d'avoir un vrai suivi de mission. Donc voilà. Puis ensuite, qu'est-ce que vous avez à la fin? Alors, vous avez un très joli livrable, un rapport de test d'intrusion. Alors il y a pas mal de choses dedans. Concrètement, ce qui va être clé pour l'entreprise, c'est la synthèse. On fait une synthèse qui est déjà compréhensible par des non-experts. Parce que quand c'est la DG qui a commandé l'audit, si on envoie un truc avec des captures d'écran, avec du chiffrement, etc., des attaques et autres, eux les gars ils vont nous regarder en fait, je sais quoi, je l'imprime et je le mets au-dessus de ma cheminée. On fait une synthèse qui est compréhensible par des non-experts. On a des tableaux de synthèse, on va relever toutes les vulnérabilités, on va les classifier, on va rentrer vraiment dans le détail, mais pas de façon technique. Et on fait aussi tout ce qui est plan d'action. Qu'est-ce qu'il faut corriger de façon très rapide sur les plans d'action courts, et qu'est-ce qu'il faut corriger sur un peu plus long terme. Soit parce que c'est moins grave, soit parce que c'est beaucoup plus compliqué à corriger la vulnérabilité. Parce que des fois, une mise à jour, et puis ça repart, hein, très clairement, mais des fois, c'est un problème de conception. Et on sait que les problèmes de conception en informatique, il n'y a rien de pire, parce que quand l'outil est en prod, on ne peut pas comme ça dire allez, pendant 4 mois on ne travaille plus dessus, on met en stand-by le temps de corriger la conception. Donc on aborde aussi ces deux points dans les synthèses.
Et puis par rapport aussi à d'autres comptes rendus, alors après pour les cas techniques, chaque vulnérabilité est explicitée. Hein, on met la vulnérabilité, là on rentre dans le détail, techniquement ce qui a été fait, qu'est-ce que ça cause, sur quel hôte ça impacte, quel système est impacté, etc. Là c'est plus pour l'équipe technique, ça y est aussi dans le rapport. Et puis ce qu'on se permet aussi, c'est de présenter les scénarios de type ingénierie sociale. Alors pour rappel, ingénierie sociale, c'est on attaque l'humain. Le mail à la secrétaire qui va l'ouvrir avec un virus en pièce jointe, c'est du social engineering. On se joue de l'humain. Et on va aussi pouvoir présenter les scénarios d'intrusion physique qu'on a pu faire. Oui, sur ces audits-là, on peut débarquer un samedi et faire un crochetage de serrure et puis venir mettre des clés USB verrouillées sur les ordinateurs de prod. Oui, dans ces audits-là, on peut le faire. Parce que demain, il y a une équipe de cybercriminels qui cible votre entreprise. Ces mecs-là ne vont pas juste s'arrêter à envoyer des petits mails de spam avec des photos de chatons en disant « Ah, télécharge une photo qui est en pièce jointe avec un virus. » Il n'y a pas que ça. Ça peut aller beaucoup plus loin. C'est aussi le but de cette audit-là. Et je conclue rapidement. Le Red Team, du coup, est-ce que c'est la solution ultime? Va-t-il mettre définitivement le test d'intrusion classique sur le banc des remplaçants? J'essaie de mettre un petit peu de stress sur la présentation. Là, c'est vraiment mon avis que je livre, avec le retour d'expérience que j'en ai vis-à-vis de ce que nous on fait chez Synack. Pour moi, non. Les deux audits sont complémentaires. Aujourd'hui, le Red Team, il est très pertinent parce qu'il est plus long, global, on va vraiment cibler l'entreprise, on peut même cibler l'entreprise à l'international, on n'est pas obligé de s'arrêter à la France, hein, par exemple. Nous, c'est ce qu'on a chez un client en ce moment. On a commencé sur la France, quand ils ont vu les résultats que ça a donné, ils ont fait non, mais on va étendre à l'international. Vous allez taper aussi d'autres sites à nous qui sont pas en France. Donc c'est intéressant pour avoir une bonne vision, et en plus c'est une réelle vision de ce qui se passe en ce moment en termes de cybersécurité. Les gens ont le temps de se préparer. Là, on parle vraiment de piratage caractérisé. Mais à côté de ça, le test d'intrusion un peu plus classique, où on revient sur une logique de sprint, c'est intéressant quand vous avez un besoin spécifique. Par exemple, votre équipe de développeurs vient de développer une nouvelle application métier en interne, vous voulez la vérifier. Pas besoin de balancer un Red Team, c'est un petit peu trop gros, comme si je demandais une Twingo à mon concessionnaire et puis qu'il me ramène un 3008. J'ai un tank alors que je voulais une petite voiture. L'avantage avec ça, c'est qu'on va pouvoir faire un test d'intrusion très ciblé. Ok, c'est votre application métier que vous voulez auditer, alors on va faire un test d'intrusion externe ou interne, et ça va se résumer à ça. Parce que vous n'avez pas envie aujourd'hui de regarder tout le SI. Parce que vous avez un besoin ultra spécifique. Donc voilà. Je sais pas, je suis pile poil à l'heure, je crois, 12h30. Merci de votre attention. J'ai réussi à ne pas dépasser mon temps de parole pour une fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, bonjour. Pour une PME, disons de moins de 20 salariés, est-ce que la réponse ultime finalement aux menaces de sécurité, c'est pas de ok, j'ai pas d'argent à dépenser dans la technique, je mets tout dans le cloud. Est-ce qu'on va pas finalement avoir l'effet pervers dans toutes les ressources de l'informatique dans un cloud? En fait, il va déléguer la responsabilité de la sécurité à un cloud dont lui, il n'a pas les compétences pour évaluer la sécurité. Est-ce qu'il y a des réponses à ça? Aujourd'hui, d'un point de vue économique, c'est vrai que pour les petites structures, effectivement, qui n'ont pas le même budget que les grandes entreprises, partir dans le cloud, économiquement, c'est une très bonne solution. Parce qu'effectivement, ça baisse les coûts. En plus, on va décharger le risque sur le prestataire. Après, du coup, le risque, ça devient le prestataire. C'est déjà arrivé que des grosses structures, je vais citer Apple avec son iCloud, qui se sont déjà fait pirater. Donc, il y a pas mal de choses en fait à voir. Alors, pour répondre à la question, parce qu'en fait, malheureusement, sur cette réponse-là, il n'y a pas de solution miracle, encore une fois, ça dépend de quelles données en fait vous voulez mettre dans le cloud. Si c'est des données qui ne sont pas très sensibles, ok, prenez l'offre la plus intéressante pour vous économiquement et mettez vos données. Si vous partez du principe que si le prestataire se fait pirater, que vos données sont lues par quelqu'un d'autre, ça n'a pas d'impact pour votre business, faites-le, carrément. Là, économiquement, c'est plus intéressant. Après, si c'est des données qui sont ultra confidentielles, va falloir peut-être réfléchir à comment est-ce qu'on envoie la donnée, est-ce qu'on ne la chiffre pas nous-mêmes avant, ce qui fait qu'elle est... Enfin, voilà, il y a pas mal de questions à se poser. Donc oui, le cloud, ça reste une bonne solution, mais ça dépend aussi de ce qu'on va mettre dedans, le niveau de sensibilité de la donnée qu'on va y stocker. Encore une fois, en fait, à chaque fois, il vaut mieux en fait, réfléchir sur le sujet. Voilà. Par qui je passe, qu'est-ce que je mets, comment ça se passe.
Un audit de type boîte noire, boîte grise, etc., en fonction de ton périmètre, c'est, on va dire, entre 5 000 et 30 000 euros. Quand tu dis 6 mois, ça peut faire peur au budget. On est sur quel ordre d'échelle? Alors, ça peut faire peur au budget. C'est vrai qu'aujourd'hui, forcément, je vous annonce un audit qui fait entre 2 jours à 5 jours et on passe à 6 mois. C'est sûr que le coût va augmenter. Très clairement, tu vas être au moins à 12-14 000 euros pour les 6 mois. Après, en fait, il faut voir aussi la logique de l'entreprise. Ça peut coûter moins cher sur le long terme de faire un red team plutôt que de tous les ans faire un petit test d'intrusion par-ci, un petit test d'intrusion par-là. Tu vois ce que je veux dire? Si tu fais l'ensemble, c'est sûr que la mission dure plus longtemps. Donc là, à un moment donné, on n'est pas magicien ou alors on vend à perte. Donc on est obligé d'avoir un prix qui est plus élevé. Et après, il y a aussi cette logique de se dire, par rapport à ce que je fais moi d'habitude, est-ce que c'est pas plus logique qu'on prenne un gros audit global où on va avoir une bonne vision sur beaucoup d'éléments plutôt que d'à chaque fois faire un petit audit ciblé? Et en fait, on va se rendre compte qu'on va avoir dépassé la somme de l'audit red team avec tous ces petits audits-là. Et en fait, on aura vérifié moins de choses que si on avait fait un audit red team. Vous disiez qu'un audit red team dure à peu près 6 mois, que vous faites cette phase de test successive. Combien de temps à peu près dure chaque phase? Alors, il n'y a pas de temps forcément alloué. Déjà, en fait, c'est un cercle c'est un renouvellement continu. À un moment donné, on va trouver une IP, on va faire « Ah tiens, cette IP-là, on ne l'avait pas encore vue avant, on va la checker. » On va repasser sur la phase 1, puis 2, etc. Et puis, ça se trouve, le mois d'après, on va refaire exactement la même chose sur, encore une fois, un autre serveur qu'on n'avait peut-être pas eu parce que simplement, il a été rajouté ou des choses comme ça. Donc, après, ça dépend. C'est sûr que si la phase 1 et la phase 2, on a du mal à trouver de l'information, elle va durer un peu plus longtemps que si en une matinée, écoutez, moi j'ai fait 3 scans, c'est bon quoi, là le serveur il est complètement identifié, là il n'y a plus qu'à passer à l'attaque, là j'ai déjà tout ce qu'il me faut, voilà, ça aura duré qu'une demi-journée et dès l'après-midi on essaie déjà d'obtenir un accès sur le serveur. Ce sera la dernière question, de toute façon je serai encore là aujourd'hui pour répondre. En général, quelles sont les personnes qui sont habilitées à réaliser un audit de sécurité dans l'entreprise? Alors, ça dépend encore une fois de ta structure. Tu as des structures qui sont réglementées, par exemple ce qu'on appelle les OIV, organismes d'importance vitale. Là, c'est lié à l'État, lié à des lois et autres. Donc là, il faut des auditeurs qui sont certifiés par des organismes comme l'ANSSI, tout simplement par la DGSI aussi, avec la notion de confidentielle défense et autres. Après, une fois qu'on a occulté ça, en définitive, voilà, toute personne qui peut le faire, quoi. Après, il y a, au niveau société de sécurité informatique, il y a des réglementations particulières au niveau des collaborateurs qui sont consultants. Mais demain, ton entreprise, tu veux faire un audit en interne par un de tes collaborateurs, pour quelqu'un en interne, tu peux le faire. Alors le résultat n'est pas souvent très pertinent parce que malheureusement, quand on a la tête dedans, c'est pas la même chose que quand on arrive avec une vision extérieure. Mais tu peux faire ça par à peu près n'importe qui dans la logique. C'est comme si tu voulais faire ton site internet, tu peux le développer toi-même en interne, comme tu peux passer par une boîte spécialisée, une petite structure avec 2 personnes, comme par une agence qui brasse 200 sites à la journée. Voilà. Une fois qu'on a enlevé ces problèmes de réglementation, liés notamment par exemple aux OIV ou à des entreprises qui ont des données confidentielles vis-à-vis de l'État et de l'armée, n'importe qui